aurait cru que malgré la crise sanitaire, le secteur de l'hôtellerie et du tourisme résiste aussi bien. Et pourtant, malgré les confinements, reconfinements, couvre-feux successifs, les plus de 100 000 postes sont à pourvoir dans ce secteur en 2022 avec des fonctions managériales importantes. Alors si vous rêvez de travailler comme manager hôtelier, front office manager ou encore directeur d'exploitation, vous êtes au bon endroit car au sein du CMH, le Centre de Management Hôtelier International, on forme ces futurs acteurs du tourisme et de l'hospitality. Mais alors, à quoi ressemble une formation au management hôtelier? Quelles sont les qualités attendues pour réussir dans ce domaine? Et surtout, quelles perspectives de croissance pour les années à venir? On répond à toutes ces questions et bien plus encore tout de suite dans Former vos bataillons. Bonjour Romain Perret. Bonjour Ariane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur donc, du CMH, le Centre de Management Hôtelier. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement en quelques mots? Oui, alors le CMH, Centre de Management Hôtelier, comme vous l'avez cité, existe depuis plus de 45 ans. Historiquement, son nom était l'Institut Maxims, fondé par M. Pierre Hermelin et Pierre Cardin. L'idée était de former les futurs employés des restaurants Maxim à travers le monde. Cette philosophie a perduré, et puisque le CMH actuellement ne forme pas uniquement pour l'Institut Maxim, bien évidemment, mais les futurs managers des plus grands établissements parisiens, français et internationaux dans le domaine de l'hospitality de luxe. Quels sont les différents diplômes que vous proposez? Alors, nous proposons 2 diplômes, un bachelor, un bac+3, donc en management hôtelier, et un titre niveau 1, le master, le Graal, entre guillemets, dans notre secteur, un bac+5, on va dire, pour que les étudiants peuvent rejoindre soit depuis la première année, soit en admission parallèle à partir de la 3e année. On va en parler dans quelques instants. À quel public s'adressent vos formations? Alors, idéalement, un public qui est sensible à notre secteur, bien sûr, qui a envie d'évoluer avec ses codes, ses coutumes, ce rêve et ce service haut de gamme. Bien évidemment, il n'y a pas de formation réelle, on va dire pré-bac, qui peuvent justifier ce type de formation. La majorité de nos étudiants viennent d'écoles de bac généraliste ou de bac STHR hôtellerie, mais ça reste finalement une petite part du contingent. Alors justement, l'une de vos forces sont vos méthodes pédagogiques. Comment vous faites pour transformer ces tout jeunes bacheliers, tout compte fait, à devenir des véritables professionnels de l'hôtellerie de luxe? Alors nous, on a des partis pris, bien évidemment, en tant qu'école, notre fonction première et primaire, ce serait d'être un tremplin vers l'employabilité, même si on va dire qu'un cursus dure 5 ans par rapport à 45 ans de carrière, c'est pas grand-chose. Donc il faut qu'on prépare les jeunes à cela. Pour ça, on s'appuie tout simplement sur notre réseau des anciens, sur les demandes des entreprises, et on adapte notre pédagogie tout simplement à la demande du marché. Ce qui peut expliquer des évolutions assez rapides et assez brutales, parfois sur 1 ou 2 ans. L'idée, nous, on se rend compte que dans notre secteur, les critères les plus importants vont être le savoir-être. Alors par savoir-être, on va bien sûr parler de l'élocution, de l'expression, de la curiosité intellectuelle, de la propreté, de l'hygiène, très important dans le domaine, voire primordial, les langues étrangères et bien sûr une connaissance de notre environnement. Ces 3 critères représenteront à mon sens 80-90% des critères de recrutement pendant les études et jusqu'à 5 ans, 6 ans après les études dans notre domaine. Donc nous, pour ça, on a mis en place un contenu pédagogique adapté. On a 3 grands fondamentaux. Le premier, ça va être tout ce qui va être savoir-être, qui va s'articuler autour de matières comme tout simplement la business étiquette, l'excellence à la française, l'art de savoir écrire, l'art de savoir parler, les prises de parole en public. Donc on a des troupes de théâtre qui viennent former nos jeunes pour l'expression orale, bien sûr la tenue. Il va y avoir toute la dimension langue internationale. Quand les jeunes intègrent le CMH, il y a 3 langues obligatoires dès la première année. L'anglais, qui doit devenir une seconde langue maternelle si on a envie d'évoluer dans notre secteur, le mandarin et le russe. Alors pourquoi le mandarin et le russe? Tout simplement parce que ce sont des typologies de clients qu'on voit émerger de plus en plus. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils sont de plus en plus présents et prépondérants dans l'univers du luxe. La crise du Covid l'a prouvé. C'est des typologies de population qui n'ont pas spécialement envie de parler anglais ou qui ne parlent pas anglais. Et donc il faut que les étudiants puissent avoir non seulement des bases dans leur langue, mais aussi des codes et une forme d'interculturalité pour pouvoir interagir avec ce type de population. On aurait pu parler de toute la péninsule arabique, qui est aussi quand même un contingent de clients important, mais ils parlent tous anglais dans le business, donc finalement l'anglais va couvrir cette partie de la population. Donc ça, les langues étrangères, très très important. Parce que c'est quand même le point noir majeur en France. Le French accent, c'est pas très bien... Non, moi ce que je dis à nos jeunes, parce que souvent ils ont peur, déjà nous on est dans les métiers de service, c'est à l'oral. Donc l'oral c'est s'exprimer, c'est pas savoir écrire. En France on a un problème, oui et non, mais c'est que l'éducation, le système de l'éducation nationale va nous permettre à nos jeunes de maîtriser la grammaire, la syntaxe, et pas forcément de s'exprimer à l'oral. Donc souvent ils ont un peu peur, et ils ont souvent honte du fameux accent français. Ce que j'arrête pas de leur dire, c'est qu'à l'étranger l'accent français, les gens le trouvent sexy. Ouais. Donc autant le garder, autant le travailler avec des clients, et quand ils vivent une expérience un peu personnelle, exceptionnelle à Paris, ils ont envie d'avoir des Parisiens en face d'eux, donc des personnes qui vont leur parler en anglais mais avec l'accent français. Donc faut pas avoir honte de se lancer, de s'exprimer.
Mais c'est sûr qu'il y a un gros travail au niveau des langues. Et c'est pour ça que dans notre programme, on essaye au maximum d'avoir des cours en anglais, des cours d'anglais, une expatriation sur notre campus à Londres en 2e année obligatoire sur un semestre, et si possible un stage obligatoire à l'international en 2e année aussi. Donc ils sortent de votre formation, ils sont bilingues. Moi, j'aime pas dire bilingues parce qu'ils ne sont pas bilingues de façon naturelle, mais ils sont fluents en anglais. Ouais, et s'il faut qu'ils fassent un choix, s'il y a une langue à maîtriser, c'est celle-là. D'accord. Pour le mandarin, on est un peu plus clément. Le mandarin, le russe, on va être plus clément. Moi, à chaque fois, ce que je leur dis, je reviens sur ce que je vous disais en préambule, c'est vraiment en lien avec l'employabilité. Le but, c'est tout simplement qu'ils puissent avoir un storytelling sur eux, par rapport à un recruteur, par rapport à un RH, de dire, OK, moi, j'ai compris l'écosystème dans lequel j'ai envie d'évoluer. C'est des typologies de clients qui sont présentes, donc j'ai fait l'effort d'apprendre ces langues. Alors, il y a un aspect important de votre école, c'est la professionnalisation. Combien de périodes de stage sont amenés à réaliser ces étudiants pendant leur formation? Nombreuses expériences en entreprise, puisque une fois de plus, ça c'est un des piliers, mais fondamental de notre industrie, de notre école, et à mon avis quasiment de tous les secteurs, la période en entreprise. On a beau être des écoles, on va prêcher pour notre paroisse, pour le contenu pédagogique, rien remplacera le terrain, encore plus dans notre secteur. Entre apprendre à gérer théoriquement un flux de clients et le gérer, et gérer une période de rush, en saison, par exemple à Cannes, c'est pas le même monde, c'est pas le même univers, il faut y passer. Donc tous les ans, il y a une période en entreprise. Première année, 4 mois minimum de stage, si possible en France. Il faut que les jeunes, pour les premiers, c'est un peu le baptême du feu, ils découvrent vraiment l'univers. Donc on leur préconise de le faire en France, dans un milieu où ils vont quand même mieux maîtriser la langue, où il y aura moins de difficultés. Deuxième année, si possible, à l'étranger. Pourquoi l'étranger? Parce qu'en plus du semestre à Londres, toujours 4 mois, ça fait une deuxième expatriation. Puisqu'à partir de la troisième... Ils mettent en pratique leur langue. Exactement, ils mettent en pratique leur langue, ils commencent à s'émanciper, ils ont une expatriation qu'ils pourront justifier sur le CV, puisqu'à partir de la 3e année, s'ouvre la possibilité de faire un cursus en alternance. Et là, l'alternance, c'est un système franco-français, si vous êtes sur le campus parisien, francilien même, donc vous pouvez moins partir à l'étranger. Donc il faut que dans le cursus, dans le persona d'un jeune qui aurait fait les 5 ans au CMH, il ait quand même 2 expatriations, en plus d'une potentielle alternance de 3 ans. C'est vous qui trouvez les stages ? Alors, en ce moment, on a une chance, vous l'avez dit, vous, en introduction, c'est que le secteur recrute énormément. Donc, trouver un stage, autant vous dire... 100 000 postes. 100 000 postes en CDI, là. Alors, je ne parle même pas des postes en stagiaire et dans les palaces ou dans les établissements parisiens. C'est des armées de stagiaires qu'on retrouve. En ce moment, trouver un stage, c'est pas très compliqué dans notre secteur, on va dire. Vraiment pas. Trouver une alternance non plus. L'idée, c'est de trouver la bonne qui correspond au projet professionnel du jeune pour qu'il puisse s'épanouir, parce qu'on est quand même dans un secteur difficile. On va demander beaucoup d'eux. Donc il faut qu'ils soient quand même dans des bonnes dispositions et qu'ils ne fassent pas ça à contre-cœur. Ça ne marche pas, nous, dans notre univers. Donc nous, on est là, il y a un Career Center, un service dédié qui est là pour accompagner les jeunes, soit dans la conception de leur projet professionnel et également dans la recherche d'entreprise en fonction des différents domaines. Parce que comme vous l'avez aussi dit en introduction, travailler dans l'hôtellerie de luxe ou le tourisme de luxe, ça va un petit peu tout et rien dire. Finalement, vous pourriez être autant comptable que concierge. Il n'y a pas de raison, sauf que c'est un grand écart intellectuel. Donc il faut que ça puisse correspondre au projet de chacun. Et donc le Career Center est aussi là pour aiguiller les jeunes dans leur recherche de services et de métiers qui correspondent à leurs attentes. J'ai lu que vous aviez 88% de vos étudiants qui trouvent un emploi dans les 6 mois après l'obtention du diplôme. Oui, même une grande partie trouve même avant, puisque la difficulté qu'auront les entreprises, c'est de fidéliser les jeunes. On le voit, que ce soit en CDI ou en alternance. Donc la plupart des jeunes, par exemple, qui sont en alternance en master, en 5e année, vont avoir des propositions d'embauche, mais plusieurs seront déjà dans d'autres entreprises. Donc presque, il y en a beaucoup qui seraient déjà embauchés en fait même avant la sortie de l'école, mais d'eux-mêmes décident d'avoir une nouvelle expérience et de changer. Nous, on est dans un secteur qui recrute à tour de bras, on est dans un secteur iconique de l'industrie française. Paris est la capitale du luxe et de l'hôtellerie et du tourisme. Tous les voyants sont ouverts, nous, dans notre secteur, pour des jeunes qui veulent évoluer à Paris. Les places sont chères, sont difficiles à obtenir en termes d'exigence pour soi, mais elles sont là et elles attendent, la preuve en est avec tous ces postes, une armée de jeunes prête à conquérir le marché de l'emploi et de prendre la relève suite crise, puisque la crise justement. a eu... Ça, c'est important. Comment le secteur de l'hospitalité a pu faire face à la crise? Finalement, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de fermetures d'établissements et finalement, le secteur résiste plutôt pas mal. Le secteur a assez bien résisté globalement. Alors déjà, il y a des différences. Typiquement, il y a toute une partie de notre industrie qui s'en est très très bien sortie, tous les saisonniers, puisque finalement, on s'est rendu compte depuis 2 ans de crise de Covid que l'impact sur l'été n'est pas important. On l'a vu, nous, dans les périodes de confinement, même à titre personnel. Tout d'un coup, on va dire le couvercle est ouvert pour l'été, on ne sait pas pour quelle raison, mais le virus circule moins en tout cas. Donc finalement, l'industrie a battu son plein. Ces 2 années qui ont été très très bonnes pour tous les établissements du littoral atlantique, Côte d'Azur, Corse. Pour ceux qui sont là toute l'année, ceux qui ont le plus souffert de la crise, c'est les établissements en montagne, puisque ça, sans jeu de mots, mais il y a eu 2 années blanches quasiment suite au Covid, assez tristement. Par contre, il y a toujours autant de demandes de la part des consommateurs. Donc en fait, dès qu'on réouvre la possibilité d'aller en station de ski, les clients s'y précipitent. Les établissements parisiens, ils ont fait face grâce aux aides de l'État, il ne faut pas les minimiser. Et en plus, avec une envie de consommer de la prestation de services
tout simplement de loisirs, qui reprend dès qu'il y a la possibilité pour les clients. Donc finalement, l'industrie s'en est plutôt bien sortie, très peu de fermetures, et même le petit exemple à Paris, sur cette période de Covid, il y aura eu des ouvertures de futurs palaces, le Cheval Blanc, typiquement à la Samaritaine, le Bulgarie, avenue Georges V, le Grand Contrôle à Versailles. Donc finalement, on se rend compte que, en tout cas, ça n'a pas freiné les ouvertures, ça n'a pas freiné les recrutements. Donc normalement, la crise, j'espère, est derrière nous dans notre secteur pour les hôteliers. Quelle qualité requise pour faire ce métier, rentrer dans votre centre de formation au management hôtelier? Moi, j'aime à dire parce que tous les entretiens dans le recrutement passent par moi. Donc tous les ans, moi, je fais un peu plus de 300 entretiens de recrutement auprès de jeunes qui sont intéressés par notre école. J'essaie de le moins possible regarder leur pédigré, leur CV et de plus faire confiance à la personnalité, à l'envie des jeunes. Donc si j'ai un message à faire passer dans notre secteur, ce qui va le plus compter, ça va être quand même le savoir-être, une fois de plus. On ne va pas galvauder nos principes, c'est la même chose au moment d'intégrer le CMH. Donc ça va passer par l'éducation qu'auraient reçu les futurs étudiants. La curiosité, être curieux, même si vous ne maîtrisez pas un secteur, savoir poser des questions, savoir interagir, c'est très très important dans les métiers de service. L'ouverture à l'international. Et après, quand même, le fait d'être courageux, téméraire, parce que c'est des secteurs dans lesquels il faut travailler. Vous recrutez, vous l'avez dit tout à l'heure, des bacheliers, mais également des étudiants en admission parallèle. Oui. Alors, beaucoup de jeunes en admission parallèle à partir de la 3e, 4e année, soit qui viennent chercher le diplôme de 3e année, soit le diplôme de 5e année. 80% du contingent vient d'autres écoles d'hôtellerie, qui sont moins axées luxe, moins axées management et plus axées terrain, plus opérationnel, ce qui sont des très très bonnes formations. Mais les étudiants de ces formations-là viennent chercher chez nous en fait le master et si possible le titre de directeur, directrice d'établissement. Oui, ils vont avoir très vite des responsabilités. Voilà. L'idée c'est qu'ils basculent sur des fonctions transverses. Donc ils quittent un petit peu le terrain, ils quittent l'opérationnel pour soit passer sur des fonctions de middle management dans les fonctions opérationnelles ou carrément basculer dans les fonctions organisationnelles d'une société. Ça pourrait être service événementiel, communication, RH, comptabilité. Vraiment, après, il y a un peu le champ des possibles. Il faut dans tous les cas être passé sur le terrain, parce que nous, on est dans un secteur quand même très... on est pour les personnes qui sont passées, pour l'exemplarité, pour le contact du client, ça s'apprend sur le terrain. Vous pouvez pas être parachuté dans notre secteur. C'est très rare. Donc il faut y être passé, mais il ne faut pas y rester, pour ceux qui ont envie de progresser. Pour les gens qui nous regardent et qui rêvent de naviguer dans ce secteur, quelles sont les étapes à suivre pour s'inscrire ? Alors pour s'inscrire de façon assez simple, c'est s'inscrire à un concours. Les concours, nous, une fois de plus, on s'est adapté au marché de l'emploi, on est très flexible, parce que déjà on a beaucoup de demandes, et vu que c'est moi qui fais passer tous les concours, je peux pas faire passer 300 concours sur 2 dates. Là, vous avez 300 étudiants, vous attendez 400 étudiants l'année prochaine. Exactement. Donc, alors là, grâce aussi à l'apprentissage qui est poussé en avant par le gouvernement, par le secteur, par la branche, vraiment tout converge pour une évolution de ce type de formation. Nous, les concours, c'est assez simple, c'est des épreuves écrites, des épreuves orales. Les épreuves écrites, c'est balayer le niveau académique des jeunes, voir s'il y a pas de faute de français, faute de syntaxe, un certain niveau d'anglais à l'écrit, de culture générale. Et après, c'est un entretien individuel de motivation. Pas de grandes difficultés, si ce n'est qu'il faut venir comme on est et savoir se vendre. Alors, et vous séduire, puisque c'est vous qui faites passer les entretiens. Exactement. Et c'est une épreuve de séduction, de toute façon. Il faut réussir à me séduire, parce que moi, je pars du principe qu'une personne qui me séduit, potentiellement, elle séduira un recruteur et ce sera un très bon ambassadeur pour le CMH plus tard et pour l'industrie française en général. Merci beaucoup, Robin Perret, d'avoir été avec nous. Alors, vous savez, j'aime bien toujours terminer cette émission par une citation. Cette-ci, je l'ai empruntée à l'ex-première dame américaine, Eleanor Roosevelt, qui disait « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Je pense que ce secteur du luxe hôtelier fait partie des rêves chez beaucoup de jeunes. Exactement. Merci beaucoup. Station. Merci d'avoir suivi ce numéro de Former vos bataillons et à très bientôt. Merci à vous. Merci.